Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Parlons Science. On sait qu'une carence en fer peut entraîner fatigue, essoufflement et maux de tête. De même, une surcharge peut également avoir un fort retentissement sur la santé. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'anémie, qui est une maladie qui se caractérise par un nombre de globules rouges inférieur à la normale et peut entraîner de nombreuses conséquences sur la santé de la mère, de l'enfant et de la famille. On la soupçonne souvent par la fatigue, comme je l'ai dit, par l'essoufflement et peut-être beaucoup d'autres symptômes que nous aurons le temps de décrypter avec Dr Romaric Massy, qui est hématologue et auteur du livre interprété La numération formule sanguine de A à Z. Docteur Massy, merci d'être avec nous. Merci, cher ami. Alors, je disais tout à l'heure que l'anémie, c'est un nombre inférieur de globules rouges, c'est beaucoup plus technique. Alors, comment on peut l'expliquer en français, terre à terre? Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'anémie, en français facile, on dira c'est le manque de sang. En français un peu plus technique, on dira que c'est le manque d'hémoglobine. Okay. C'est lorsque la quantité d'hémoglobine dans le sang est inférieure aux valeurs seuil auxquelles on s'attend qu'on parle d'anémie. Mais qu'est-ce que c'est que cette hémoglobine? Alors, souvenez-vous, dans le sang, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les globules rouges, ça je pense que tous ceux qui nous écoutent connaissent les globules rouges. Oui. Il y a les globules blancs, je pense que tous ceux qui nous écoutent également comprennent ce qu'on entend par globules blancs. Et puis le troisième type de cellules dans le sang, c'est les plaquettes. Ça c'est un peu moins connu par nos auditeurs. Les plaquettes, ce sont des cellules qui vont être utilisées pour arrêter les saignements. Et donc quand on prend ces trois cellules, celle qui nous intéresse, c'est le globule rouge. L'hémoglobine dont on parlait tout à l'heure se retrouve dans le globule rouge. Mais à quoi sert cette hémoglobine? Cette hémoglobine, c'est un peu comme un véhicule, un transporteur. C'est un véhicule dans lequel on va mettre l'oxygène. Rappelez-vous, aucun tissu de notre corps ne peut vivre sans oxygène. Oui. Et donc, dans le globule rouge, l'hémoglobine va jouer le rôle de transporteur, de véhicule pour amener l'oxygène dans tous les coins et recoins de notre organisme. Oui. Et c'est lorsque ce transporteur va diminuer en quantité qu'on va parler d'anémie. Et vous comprenez pourquoi lorsqu'on est anémié, on va être essoufflé, parce que tout simplement, on manque d'oxygène. Et donc, l'anémie en français facile, c'est maintenant la diminution de la quantité d'hémoglobine. Et cette hémoglobine, c'est le transporteur d'oxygène dans notre corps. On va revenir à la méthode de Gramberg. Quand on est enfant, il y a souvent que les parents aiment soulever les soucis pour voir si l'enfant n'est pas anémie. Est-ce que c'est une forme aussi de détection de l'anémie? Alors, c'est un élément qui permet de soupçonner s'il y a l'anémie ou pas. Alors, avant de pouvoir dire qu'il y a anémie, il faut pouvoir déterminer quelle est la quantité d'hémoglobine que la personne a. Et regarder si cette quantité-là se retrouve dans les normes requises. Et donc, forcément, il faut un test biologique. D'ailleurs, nous disons que le diagnostic de l'anémie est un diagnostic biologique, parce qu'il faut faire des analyses de laboratoire. Mais, on peut soupçonner l'anémie devant la pâleur. Et c'est cette pâleur que nos grandes-mamans recherchent en regardant la partie rouge des muqueuses qui entourent les yeux. Mais il n'y a pas que cet endroit qu'il faut regarder. Pourquoi? Lorsque vous prenez un enfant qui vient juste de pleurer, cette muqueuse-là, qui est normalement rouge, va devenir encore plus rouge. Et donc, si éventuellement l'enfant était anémié, vous risquez de passer à côté. Donc, c'est un faux positif. Donc, c'est un faux positif. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, il faut non seulement regarder cette muqueuse qui entoure les yeux, mais il faut également regarder la paume des mains. Okay. Vous regardez la paume des mains, ça devient très blanc. Vous regardez la plante du pied, ça devient très blanc. Vous regardez les lèvres, surtout au niveau des enfants, ça devient très blanc. Vous regardez la face interne des joues, ça devient très blanc.
c'est autant d'éléments qui vont faire soupçonner l'existence d'une anémie. Mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a cette pâleur que systématiquement elle est anémiée. Lorsqu'on rencontre cette pâleur, il faut ensuite passer au test de laboratoire pour confirmer effectivement que la personne a une anémie. Donc, c'est une mauvaise pratique que de dire, bon, l'enfant maintenant est anémié, il faut lui payer de la vitamine. C'est une très mauvaise pratique. Et ça, nous essayons d'insister autant que se peut auprès de nos mamans parce qu'en général, dès que l'enfant, on constate qu'il est un peu pâle, on va passer à la pharmacie pour dire donnez-nous des vitamines, donnez-nous du fer pour pouvoir corriger rapidement l'anémie. Il y a 2 informations qui sont importantes. 1, on n'est pas sûr que c'est une anémie parce qu'on n'a pas fait les tests pour vérifier. Et il faut savoir que tout médicament que vous prenez et qui n'a pas d'indication, forcément va créer des dégâts. Et c'est le cas pour le fer. J'ai l'impression que quand les gens vont à la pharmacie, ils achètent le fer, ils pensent que c'est anodin, mais en réalité, le fer n'est pas anodin. Lorsque vous donnez du fer à un patient qui n'en a pas besoin, ça crée des dégâts terribles sur plusieurs organes. L'hypophyse, le cœur, les reins, le foie, le pancréas, c'est autant d'organes que vous bousillez. La deuxième chose qu'il faut savoir, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'anémie elle-même. Parce que l'anémie, c'est la conséquence de quelque chose d'autre, de plus profond qui se passe. Donc, il faut vraiment que nos mamans retiennent ça. On ne traite pas une anémie. On recherche les causes qui sont derrière cette anémie et on les traite. Donc, en partant de ce principe, aller à la pharmacie prendre des médicaments, c'est encore une erreur parce que vous ne savez pas d'où vient cette anémie. Et donc, vous allez mettre des médicaments qui ne correspondront en aucun cas à ce qui est responsable de l'anémie. Et c'est très délétère pour l'enfant et même pour l'adulte. Pour rechercher les causes donc, de l'anémie, il y a un médecin qui est spécialisé pour ça, l'hématologue. Vous, par exemple, comment devient-on hématologue, par exemple? On devient hématologue parce que, par concours de circonstances, on se retrouve dans un beau service d'hématologie. Et ce service d'hématologie vous offre des conditions qui rencontrent vos aspirations profondes. Moi, particulièrement, j'ai toujours aimé les mathématiques depuis le secondaire. Donc, c'est vraiment une passion pour moi. Et donc, quand j'arrive à la prestigieuse faculté des sciences de santé de Cotonou, je me retrouve dans une situation où on a beaucoup de notions à mémoriser dans un bref délai. Et ça, ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui adore les mathématiques. Un mathématicien, il adore démontrer, il adore avoir des preuves, il adore construire les choses par lui-même. Déduire. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi quand j'arrive à la fac de médecine, mais j'ai su rapidement m'adapter. Ça aussi, c'est quand même important. Un mathématicien doit savoir s'adapter. Et donc, je m'adapte assez rapidement. J'arrive à passer ma première année assez facilement. Je passe ma deuxième année également avec brio. Et puis, quand j'arrive en troisième année, c'est le moment où on commence les premiers stages pratiques. Et j'ai eu, enfin, c'est le destin, on peut le dire, j'ai eu la chance de faire mon premier stage clinique dans un service d'hématologie. Et donc, quand j'arrive dans ce service d'hématologie, je retrouve l'utilité des mathématiques. Je retrouve un service dans lequel... Il y a beaucoup de chiffres. Il n'y a pas que les chiffres, il y a tout le raisonnement qui va avec, la logique mathématique, la rigueur mathématique. Parce que vous avez des patients qui arrivent avec des symptômes et vous êtes obligé de mettre en place une démarche mathématique pour remonter jusqu'à la source. Vous faites de la logique, vous faites de la déduction. Et ça, c'est ce qui a toujours été ma passion depuis la base. Donc, j'ai dit, waouh, ça, c'est ce à quoi je m'attendais depuis. Et donc, ça me redonne de l'énergie dans mon process de devenir médecin. J'ai dit, si j'ai la chance de finir mon parcours de médecine générale, il n'y a aucune raison que j'aille dans une autre spécialité, je m'asseoirai ici. Et donc, c'est comme ça que ma passion est née pour l'hématologie. Et puis, depuis ce temps jusqu'à maintenant, l'hématologie, moi, on ne s'est plus lâché. Donc, j'ai fait mon parcours, j'ai fait ma thèse
en hématologie. J'ai soutenu mon doctorat en hématologie. Après, j'ai continué à travailler en hématologie. Ensuite, je suis allé me spécialiser en hématologie et je vis l'hématologie à fond. C'est vraiment une passion pour moi et je profite de l'occasion pour inviter les collègues, les jeunes qui sont actuellement en formation. Je les invite à vraiment avoir un bon penchant pour l'hématologie. Pour l'hématologie, parce que c'est une très belle discipline. C'est une discipline qui vous met dans une situation assez transversale. Vous travaillez avec beaucoup de collègues et ça, c'est très enrichissant. C'est une discipline qui vous donne la possibilité de mettre tous vos talents de logique, de rigueur au service de l'humain. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et c'est également une discipline qui est assez vierge dans notre contexte, où nous avons très peu d'hématologues pour l'ensemble du territoire national. Et je pense que c'est une très belle discipline que les jeunes devraient pouvoir embrasser. Je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est quand même bien de dire que je suis quand même d'un certain âge maintenant. Et inviter les plus jeunes à quand même faire le pas vers l'hématologie. C'est une très belle discipline. Et je suis sûr que ceux qui feront le pas ne seront pas déçus. Vous êtes aussi responsable de Hématoplus. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les plus jeunes, pour les permettre de comprendre les réalités de l'hématologie dès maintenant et de susciter des vocations? Oui, effectivement, je suis responsable de Hématoplus, qui est une plateforme que nous avons lancée en fin 2018-2019. Et notre objectif, justement, était de parler de l'hématologie dans un français assez facile, assez compréhensible pour l'ensemble des personnels de santé et susciter plus de vocations en termes de candidats pour avoir des hématologues. Alors, cette plateforme, nous l'avons initiée pour accompagner les professionnels de la santé à travers des formations, globalement des formations en ligne. Et c'est quand même un projet qui a très rapidement évolué, qui a dépassé les frontières du Bénin. Nous avons vite passé le cap du Bénin. Aujourd'hui, nous avons des agents de santé qui nous suivent d'à peu près une vingtaine de pays africains. Nous avons à peu près 12 000 agents de santé qui nous suivent régulièrement et qui participent à nos formations continues. Et ça, c'est quand même assez enrichissant. Et nous profitons de l'occasion. Et d'ailleurs, le regard des collègues par rapport à l'hématologie a changé beaucoup sur ces 5 dernières années parce que beaucoup se posaient la question, mais qu'est-ce qu'ils font en hématologie? Moi, je me rappelle très bien quand je suis rentré en 2019, il y a des collègues qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'ils font véritablement en hématologie? Il y a beaucoup qui avaient de l'appréhension sur les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans la discipline qu'est l'hématologie. Aujourd'hui, je pense que tous ces murs ont été vraiment cassés. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus digeste pour les collègues. Ils ont un regard complètement nouveau, en tout cas beaucoup mieux sur l'hématologie que ce que nous avions avant. Reste maintenant que nous puissions profiter de cet engouement que nous avons pour l'hématologie aujourd'hui pour former plus de jeunes et pouvoir avoir un nombre assez important d'hématologues dans le pays parce que nous sommes également dans un pays où les problèmes de l'hématologie sont quand même des problèmes assez importants. On parlait tout à l'heure de l'anémie, on parlait de la drépanocytose, on parle des cancers du sang qui sont des affections que nous rencontrons assez fréquemment. Si je vous parle de l'anémie, c'est 7 enfants sur 10 au Bénin. Si je vous parle d'anémie, c'est 6 femmes en âge de procréer sur 10 au Bénin. C'est énorme. Si je vous parle de drépanocytose, c'est à peu près 5% de la population béninoise qui est touchée. Et c'est autant de personnes que nous, professionnels de la santé, nous devrions nous organiser pour leur tendre la main, pour pouvoir les accompagner et pouvoir leur offrir le meilleur que nous puissions. Et ça, on a besoin d'être assez nombreux pour pouvoir faire le travail de façon efficace. Et nous espérons que dans les prochaines années, nous aurons beaucoup d'hématologues, beaucoup de brillants hématologues qui vont impacter aussi bien notre pays qu'à l'international. Est-ce qu'il y a de la place aussi pour des sociologues, des nutritionnistes, des agronomes dans les services d'hématologie? Je dis toujours que la meilleure médecine qui puisse être est la médecine qui se fait en équipe. Il n'y a aucune médecine, en tout cas moi c'est ma conception, il n'y a aucune médecine
qui puisse offrir des soins de qualité lorsque cette médecine est faite en solo, lorsque cette médecine n'appelle pas de l'interdisciplinarité. Donc, dans un service d'hématologie, bien sûr que vous avez une place pour les sociologues, vous avez une place pour les pharmaciens, les biologistes. C'est toute une équipe. Vous ne pouvez pas prendre en charge un patient qui, par exemple, est atteint de la drépanocytose sans penser à comment vous allez assurer son insertion professionnelle. Vous n'allez pas pouvoir gérer tout ce qui a comme aspect psychologique de la drépanocytose, tout ce qui est aspect socio-anthropologique de la drépanocytose. C'est beaucoup d'éléments sur lesquels le médecin, à lui seul, ne peut pas travailler, ne peut pas faire face à tout ça. Donc, il est obligé d'avoir une équipe. Et au sein de cette équipe, chaque maillon est important pour accompagner le patient, pour que le patient puisse avoir la meilleure qualité de vie que soit. Et ça, c'est notre vocation première. Et donc, tous ceux qui se sentent touchés par la fibre de l'hématologie, qui veulent nous accompagner et qui ont des compétences à mettre à contribution sont la bienvenue. Moi, je suis toujours resté ouvert pour ça. Et je pense, à mon humble avis, que ça ne peut marcher que comme ça. La médecine, elle est tellement vaste, elle va vite, elle se transforme au gré des évolutions technologiques. Et aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas parler de médecine, vous ne pouvez pas parler d'hématologie sans prendre en compte tout ce qui est informatique, intelligence artificielle. C'est important que tout ce beau monde-là... Il y a beaucoup de données que vous générez, par exemple. Exactement, il y a beaucoup de données que nous générons et on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme information derrière ces données. On a besoin d'épidémiologistes, on a besoin de généticiens, on a besoin de tout le monde en fait. On a besoin de constituer des équipes. Et ça, c'est un message que j'essaie de faire passer également aux plus jeunes qui pensent que quand on sort médecin, on connaît tout. C'est faux. On connaît peut-être un peu et on va connaître davantage quand on sera en équipe. Sur le terrain et en équipe. Et ça, c'est l'équipe. Moi, j'ai fonctionné. Rarement, on parle de X personnes. On parle de l'équipe de tel. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand on parle de l'équipe de tel, on reconnaît que l'effort qui est fourni, ce n'est pas une seule personne qui a fourni l'effort. Dans cette équipe, il y a des infirmiers, des médecins, des biologistes, des sociologues, des généticiens, des informaticiens. Et on a besoin aujourd'hui, dans notre escarcelle, de pouvoir mettre en place de ces genres d'équipes qui vont pouvoir impacter davantage. Quand vous restez seul dans votre coin, il n'y a pas grand-chose qui va en sortir. Mais quand vous vous ouvrez et que vous laissez votre porte ouverte et que vous fédérez les énergies, les compétences, à coup sûr, il y a probablement des aspects que vous ne voyez pas et que d'autres qui ont la compétence vont dire, si on passe par ici, on va pouvoir s'en sortir mieux. On a besoin des juristes, par exemple. Si vous regardez, par exemple, la drépanocytose, on a besoin de légiférer. On a besoin de savoir qu'est-ce que nous faisons quand on fait les tests prénuptiaux. Le droit de la santé. Exactement. On a besoin de tout ça pour pouvoir protéger les personnes atteintes par la drépanocytose. On a besoin de juristes, on a besoin de sociologues, on a besoin d'anthropologues. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait sa médecine dans un vase clos, fermé. Pour moi, ce n'est pas de la médecine, tout simplement. Tant qu'on est en équipe, on est plus fort, on est plus efficace et on impacte mieux. Super. Alors, revenons maintenant à l'anémie. J'ai par exemple une collègue de 29 ans qui se réveille très tôt, revient très tard à la maison et qui doit monter les escaliers tout le temps et qui, sur plusieurs semaines, ressentait de la fatigue, de l'essoufflement. Après, elle va faire une consultation en médecine, une prise de sang et puis le diagnostic, c'est de l'anémie. Est-ce que ça, c'est les symptômes précis de l'anémie, par exemple? Alors, c'est des symptômes qu'on peut voir chez quelqu'un qui est anémié, mais ce ne sont pas seulement des symptômes de l'anémie. Parce que la fatigue, l'essoufflement, les difficultés à monter les escaliers, c'est autant de symptômes qu'on peut rencontrer, par exemple, chez quelqu'un qui a un problème cardiaque. Okay. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure que le diagnostic de l'anémie, et c'est ce que votre collègue a fait d'ailleurs, c'est un diagnostic qui est d'abord biologique. C'est un diagnostic qui se base sur l'évaluation de la quantité d'hémoglobine qui se trouve dans le sang. Et donc, c'est bien, lorsqu'on a de ces symptômes, de rapidement se rapprocher d'un professionnel de la santé, que ce soit
un médecin, un infirmier, ça doit pouvoir rapidement susciter des questionnements au niveau de ce professionnel qui vous demandera un examen simple à faire, la numération formule sanguine. Et c'est cette numération qui va confirmer ou non s'il y a anémie. Donc, 2 leçons de ce que votre collègue a fait. La première, c'est en face d'un symptôme, ne jamais faire de l'automédication. Parce que si elle avait fait de l'automédication, on ne saura pas que c'est une anémie. Et peut-être que ce n'est pas une anémie. Donc, imaginez par exemple qu'elle a ces symptômes, fatigue, essoufflement, difficulté à marcher les escaliers, et qu'elle se dit, bon, je me sens un peu pâle ces derniers temps, et au lieu d'aller à l'hôpital, elle va acheter quelques comprimés de fer à la pharmacie. Et puis, peut-être derrière ces symptômes, c'est une insuffisance cardiaque. Et donc, on serait passé complètement et royalement à côté. Donc, première chose, l'automédication, il faut mettre une croix là-dessus. Deuxième chose, lorsqu'on a des symptômes, il vaut mieux se rapprocher d'un professionnel de la santé qui saura les examens clés qu'il faille faire pour avoir un diagnostic précis. Et c'est ce qu'elle a fait. On lui a fait certainement un test, et ce test a dit il y a anémie. Mais ce test n'a fait que ça. Parce que dire que quelqu'un a anémie, c'est juste dire bonjour en fait. Vous n'avez encore rien dit. Vous n'avez vraiment encore rien dit. Parce que derrière le mot anémie se cache à peu près 210 causes. Wow. Donc c'est énorme. Donc dire je suis anémié, j'ai la preuve que je suis anémié, ok, c'est le départ. Ensuite, le professionnel de la santé qui vous reçoit va chercher à comprendre c'est quoi les caractéristiques de cette anémie. Parce que quand vous regardez sur l'examen biologique qui est fait, qui est la NFS pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ils vont constater qu'il y a un seul paramètre qui dit qu'il y a anémie, c'est l'hémoglobine. Oui. Mais en dessous de ce paramètre, il y a des dizaines d'autres paramètres que le professionnel de la santé doit pouvoir interpréter. Pour déterminer c'est quel type d'anémie. Quels sont les grands types d'anémie que l'on rencontre? Ok, alors c'est vraiment important. C'est vraiment important lorsqu'on est en face d'une anémie. Lorsqu'on a fait un test qui dit qu'il y a une anémie, c'est vraiment important de savoir c'est quel type d'anémie. Parce que quand on sort le mot anémie, c'est à peu près 210 causes qui se cachent derrière. C'est comme si vous mettez 210 personnes sur la cour et vous me demandez d'aller en choisir un ou deux. C'est pas facile. Et donc, si je ne suis pas patient, si je ne suis pas méthodique, si je ne suis pas rigoureux, c'est sûr que ça va être un travail mal fait. Et c'est pour ça que j'adore la mathématique. Parce que là, c'est encore de la mathématique. De la précision. C'est de la précision. Et donc, il y a globalement 3 types d'anémie. Il y a certains qui seront anémiés, qui auront des globules rouges dont la taille a diminué par rapport à la taille normale qu'on a pour le globule rouge. Donc, globule rouge de petite taille. En français technique, on va dire anémie microcytaire. Micro pour dire petit. Petit. Et puis, il y a le deuxième groupe qui aura une anémie avec une anémie et des globules rouges de taille normale. On va dire anémie normocytaire en français technique. Et puis, il y a le troisième groupe qui aura une anémie avec des globules rouges de grande taille. Taille exagérée. Taille exagérée. On va parler d'anémie macrocytaire. C'est tellement important de connaître ça parce que, une fois encore les mathématiques, le raisonnement que je mène devant une anémie avec des globules rouges petits est complètement différent du raisonnement que je mène devant les globules rouges de taille normale et devant les globules rouges de grande taille. Donc c'est vraiment important de savoir c'est quel type d'anémie. Et ça, c'est des éléments qui se retrouvent sur la NFS, qui est l'examen qui permet de faire le diagnostic. Et donc le professionnel de la santé, quand il regarde les données qui sont sur la numération formule sanguine, il doit pouvoir dire c'est microcytaire, c'est normocytaire, c'est macrocytaire. Une fois qu'il a dit ça, il va pouvoir maintenant rentrer dans le groupe où se trouve son patient. Je vous donne un exemple. Si j'ai des globules rouges de petite taille, il y a globalement
4 mécanismes. Je ne passe pas encore de causes. De causes. On est encore loin des causes. Oui. Il y a globalement 4 mécanismes qui vont nous conduire vers une anémie avec des globules rouges de petite taille. La carence en fer, c'est-à-dire que les réserves en fer chez la personne sont épuisées. Oui. C'est un mécanisme. Le détournement du fer. Et là, je voulais attirer votre attention. Le détournement du fer, c'est-à-dire que la personne a du fer en grande quantité même. Mais ce fer-là est détourné ailleurs pour faire autre chose. Vous imaginez, si quelqu'un se trouve dans ce cas et que vous lui donnez du fer en plus, c'est que vous le tuez. Il ne faut pas se cacher derrière les mots. Pour quel but? C'est détourné pour les inflammations. Il faut savoir que tant qu'il y a de l'inflammation, les cancers, les maladies systémiques, comme le lupus, on a besoin du fer. Dans les infections chroniques, on a besoin du fer. Et donc, ce fer-là, qui devait être utilisé pour les globules rouges, est utilisé dans ces inflammations. Oui. Et en ce moment-là... Consommer du fer serait donc alimenter les cancers ou les exactement, ou alimenter, par exemple, cette infection chronique qui est là. Oui. Donc, vous, non seulement vous intoxiquez la personne avec votre fer, mais vous aggravez sa maladie sous-jacente. En ce moment-là, il n'y a pas du tout de fer à donner. Donc, c'est le deuxième mécanisme. Troisième mécanisme, l'usine qui doit prendre le fer pour le transformer en globules rouges, l'usine même ne travaille pas. Donc vous imaginez quelqu'un chez qui l'usine ne travaille pas et vous continuez à lui donner du fer. Vous l'intoxiquez pour rien. Et il n'y aura jamais, l'anémie ne partira jamais. Il n'y a pas de transformation. Et puis il y a certains qui vont naître avec des anomalies de l'hémoglobine sur leur électrophorèse qui auront ce type d'anémie. Donc il y a 4 mécanismes. Et c'est vraiment important de déterminer parmi ces 4 mécanismes lequel est présent chez le patient. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Et c'est pour ça que j'adore les mathématiques. Parce que quand vous êtes rigoureux, quand vous êtes vraiment méthodique, vous vous en sortez facilement. Donc, quand on arrive devant quelqu'un qui a une anémie avec des globules rouges de petite taille, il y a un examen de laboratoire qu'on va faire. On va vérifier son stock de fer. Dans le premier groupe, il y a la carence en fer. Le fer va être complètement bas. Dans le deuxième groupe, il y a le détournement. Le fer va être très élevé. Dans le troisième groupe, où l'usine ne fonctionne pas, le fer va être en situation normale. Donc, vous voyez un seul test, ça vous permet de départager ces trois. Et maintenant, imaginons qu'on a fait ce test et qu'on est arrivé à confirmer que la personne a une carence en fer. Donc, parmi les 4 mécanismes, on a pu retenir le mécanisme de carence en fer. C'est seulement en ce moment-là, quand on a la preuve biologique dans la main de la carence, qu'il faut décider de quoi faire. Qu'on va décider de lui donner du fer. Et on va lui donner ça sur la bonne posologie, sur la bonne période. Et là, j'attire l'attention de ceux qui nous regardent. La carence en fer est une anomalie qui va s'installer progressivement. La correction de la carence en fer va être également progressive. C'est pas spontané. Donc, c'est pas, on prend 2 comprimés de fer aujourd'hui, on oublie demain, on reprend après-demain, en une semaine pour dire que ça va finir. C'est impossible. C'est un traitement qui va durer 3 à 4 mois. Ah oui. Et c'est un traitement qui doit être rigoureux. Ce qui veut dire que ça s'est installé aussi sur 3-4 mois. Ça s'est installé sur plusieurs mois, même au-delà même de 4 mois. C'est des situations qui s'installent sur 6 mois, sur 1 an, progressivement. Et donc, le traitement doit être également progressif. Et la meilleure voie pour corriger une carence en fer, c'est la voie orale. Il y a certaines personnes qui disent « Non, moi, je suis fatigué, je préfère qu'on me fasse des injections. » Non, ça ne se passe pas comme ça. En hématologie, on est patient et on est rigoureux. La meilleure voie pour corriger une carence en fer, c'est la voie orale. Parce que quand vous prenez le fer par voie orale, l'organisme prélève. Peut-être on en profite. Ouais. Le fer se retrouve dans quel fruit, dans quel aliment aussi? Alors, le fer se retrouve dans beaucoup d'aliments autour de nous. Déjà, on va prendre tout ce qui est aliments d'origine animale. On va prendre tout ce qui est le foie, que ce soit le foie de bœuf, le foie de mouton, le foie de poulet. C'est très riche en fer, parce que les réserves en fer se considèrent dans le foie. On va prendre l'œuf, c'est très riche en fer. On va prendre le lait, il y a du fer dedans. On va prendre les aliments d'origine végétale. Les noix de cajou, c'est riche en fer. Le niébé, c'est riche en fer. Le gingembre, c'est riche en fer. Le chocolat noir, c'est riche en fer. Il y a tellement d'aliments qui sont riches en fer. Il
Il suffit juste de s'assurer que ces aliments-là sont présents de façon quotidienne dans notre alimentation. Je voulais donner une précision. L'organisme humain, en l'absence d'une anémie par carence en fer, a besoin d'à peu près 1 mg de fer par jour. Chez les femmes, c'est à peu près 2 mg. Donc, lorsque vous avez une alimentation équilibrée qui contient tous ces aliments, vous ne tomberez pas en carence en fer. Mais lorsque vous êtes en carence en fer, la prise de ces aliments ne suffit pas pour compenser ce que vous avez perdu. Donc, d'où les médicaments. Il ne faut pas penser que parce que je suis en carence en fer, je vais prendre ces aliments et le problème sera réglé. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour revenir à ce que nous disions par rapport à la carence en fer, à partir du moment où j'ai la preuve que la personne a une carence en fer, je lui donne le traitement qu'il faut pour la bonne durée. Je lui donne même les conseils par rapport à l'alimentation qui doit être mise en place. Si un étudiant me répond comme ça, sur sa copie, si la question est notée sur 10, je lui donnerai exactement 1. Et c'est sans hésiter. Donc ce n'est pas la réponse définitive. Parce que ce n'est pas la réponse définitive. Et souvenez-vous, à l'entame de cette discussion, nous avons dit, on ne traite pas une anémie. On traite la cause de l'anémie. Oui. Donc me dire que le patient a une carence en fer, vous n'avez encore rien dit. En fait, vous êtes sur le chemin. Il faille que vous alliez me dire, derrière cette carence en fer, quelles sont les causes, quelles sont les pathologies qui ont conduit à cette carence en fer. Et l'erreur que nous faisons souvent, c'est de penser que si quelqu'un a une carence en fer, c'est un problème d'apport. C'est-à-dire que c'est son alimentation qui ne lui apporte pas ce qu'il faut. En général, c'est vrai chez les enfants ou chez ceux qui ont des régimes particuliers. Mais chez les adultes, ce que nous voyons souvent, ce n'est pas les carences d'apport, c'est les pertes du fer. La personne perd le fer, mais la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de perdre le fer. Et c'est comme si vous avez un robinet qui est ouvert et vous vous acharnez à remplir la citerne. La citerne ne se remplira jamais. C'est comme si vous puisez de l'eau dans un panier. Ça ne s'arrêtera pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que si c'est noté sur 10, on ne donnera pas 1. Enfin, on ne dépassera pas 1. Parce qu'on veut que l'étudiant comprenne qu'il doit continuer la démarche jusqu'à retrouver les causes qui se cachent derrière cette carence. Et elles sont nombreuses. Si vous prenez par exemple les causes de carence chez les femmes, les premières causes, c'est au niveau gynécologique. Elle a des fibromes, elle saigne abondamment pendant ses menstrues, elle va vider son stock de fer, et tant qu'on ne va pas voir avec le gynécologue pour régler le problème des fibromes, l'anémie ne partira pas. On a beau lui donner du fer, elle prend le fer, au menstrues, elle perd le fer. Elle vide. Bon, il a une carence en fer, elle a des douleurs de l'estomac. C'est peut-être un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal qui est là. Et on laisse cet ulcère qui est une porte de perte du fer parce que par cet ulcère, il y a des micro-saignements qui vont se passer tous les jours. Et on laisse, et on continue à lui donner du fer. On n'aura jamais de réponse. Elle est une femme, peut-être même une femme enceinte, elle a une carence en fer, et tous les jours, elle mange le fameux calaba. Vous connaissez le calaba? Oui. Elle mange ça tous les jours. Sachant que le calaba détruit, c'est un puissant destructeur du fer dans l'organisme. On a beau lui donner tout le fer sur cette planète, ça ne changera rien, parce que la cause de cette carence en fer est toujours là. Donc, toujours devant une anémie, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui nous préoccupe, ce n'est pas l'anémie elle-même, parce que l'anémie, c'est la conséquence. Et il faut de façon méthodique, rigoureuse, trouver, les mécanismes qui se cachent derrière l'anémie, et 2, les causes qui se cachent derrière ces mécanismes avant de pouvoir proposer un bon traitement. Et comme astuce, je dis souvent à mes patients, si vous allez dans n'importe quel centre de santé, et on vous dit, vous êtes anémié, et on vous prescrit une thérapeutique, posez la question à celui qui vous a remis le traitement, pourquoi je suis anémié. S'il est en mesure de vous expliquer et vous donner les causes de l'anémie, c'est bon, le traitement passe. Mais si la personne n'est pas en mesure de vous expliquer
et de vous dire vous êtes anémie à cause de telle cause, ce traitement ne passera pas. Ah oui. Tout à l'heure, vous évoquez des femmes. On sait que la moitié presque des diagnostics concernent les femmes. Des pathologies liées à l'anémie concernent les femmes. Et quand une femme est anémiée, qu'est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le bébé, le nouveau-né qui est en gestation? Vous m'amenez sur un terrain assez délicat. Un terrain sur lequel nous devons tous prendre conscience. Qui que nous soyons. Pas forcément professionnels de la santé. Nous tous. Aujourd'hui, l'anémie n'est plus considérée comme simplement un problème de santé publique. L'anémie est considérée comme un problème de développement. Okay. Ce qui veut dire quoi? Si nous voulons que le Bénin se développe, si nous voulons que l'Afrique se développe, il faut absolument que nous réglions le problème de l'anémie. Pourquoi? Nous avons à peu près 6 femmes en âge de procréer sur 10 qui sont d'emblée anémiques. Oui. Et si nous prenons les femmes en âge de procréer qui sont enceintes, vous en avez 8 sur 10 qui sont anémiées. Le problème, c'est ceci. Une femme enceinte anémiée va avoir un bébé anémié depuis le ventre de sa maman. Il va hériter de cette pathologie-là. Sachant que le cerveau a besoin d'oxygène pour se développer. Et donc, ce bébé qui, depuis le ventre de sa maman, est anémié, son cerveau ne va pas se développer correctement. Donc, retard psychique. Cet enfant va naître avec un décalage par rapport aux autres enfants. Donc, difficulté d'adaptation à l'âge préscolaire et scolaire. Cela va avoir comme conséquence des retards sur son processus académique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que cet enfant, à l'âge adulte, va avoir ce que nous appelons des retards cognitifs, c'est-à-dire des retards sur les fonctions intellectuelles. Et donc, il va se retrouver en entreprise, dans la vie active, avec des difficultés de production. Et c'est comme ça qu'on passe d'un problème de santé publique pour arriver à un problème de développement. Et aujourd'hui, l'OMS, clairement, si vous regardez sur la page de l'OMS dit clairement que l'anémie est un problème de développement. Et donc, nous devons tout faire pour que nos femmes ne soient pas anémiées, que pendant la grossesse, elles ne soient pas anémiées pour protéger les bébés, d'une part, et d'autre part, pour protéger les mamans. Pourquoi? Parce que si vous prenez, on va faire un jeu. On va prendre 2 mamans qui sont enceintes. Et les 2 ont conduit leur grossesse normalement jusqu'à l'accouchement. Oui. La première arrive à l'accouchement avec 12 grammes d'hémoglobine. La deuxième est anémie pendant toute la grossesse. On n'a pas su régler son problème d'anémie pendant la grossesse. Elle arrive à l'accouchement avec 8 grammes d'hémoglobine. On va s'imaginer que ces 2 femmes vont saigner pendant l'accouchement. Et ça, c'est la situation qui arrive fréquemment. Oui. Imaginons que les 2 femmes saignent de la même façon et perdent à peu près 4 points. Celle qui est à 12 grammes revient à 8. Oui. On aura encore tout le temps de faire quelque chose. Celle qui était à 8 va passer à 4. Et c'est là que les drames vont suivre. Alors, vous imaginez un enfant sans maman. Déjà, les mamans sont présentes, c'est pas facile. Un enfant sans maman, quel avenir nous voulons en tirer? Donc, nous avons tout intérêt à tout faire pour que nos mamans, avant la grossesse et pendant la grossesse, n'aient pas à vivre des situations d'anémie. D'où les consultations prénatales. Est-ce que durant ces CPN, on exige ou on oblige à faire la NFS? Alors, dans les CPN, c'est formellement indiqué de faire la numération formelle sanguine. Et c'est formellement indiqué, nous formons nos sages-femmes pour pouvoir détecter à temps cette anémie et pouvoir proposer les corrections tôt. Malheureusement, parfois, les moyens, le déficit de moyens financiers
va faire que certains papas qui devraient accompagner les mamans vont dire non, ma maman a fait 10 enfants, elle n'a jamais fait d'examen pendant la grossesse. Oui, ta maman a fait 10 enfants. En son temps, on ne faisait pas les examens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut que nos hommes comprennent que la procréation, c'est une responsabilité. Et quand on s'engage à faire venir un enfant, on met tout en œuvre pour que l'enfant vienne dans de bonnes conditions et pour que la maman soit vivante pour s'occuper de son enfant. Donc, il y a des examens qui sont prévus pendant les consultations prénatales qui nous permettent de détecter à temps l'anémie. Et nous n'arrêtons pas de former nos sages-femmes pour pouvoir faire le raisonnement que je viens de dire et détecter les vraies causes de l'anémie pendant la grossesse et les corriger pour permettre à nos mamans d'arriver à l'accouchement en sécurité. Et ça, c'est vraiment important. Une dernière préoccupation, on peut avoir un enfant ou un adulte qui souffre d'anémie, peut ressentir très vite de l'essoufflement, des symptômes assez connus. Mais pour un enfant qui est âgé de 5 ans, qui est timide, qui devient moins bavard, comment est-ce qu'on peut très vite s'assurer qu'attention, il va mal? Alors pour les enfants, normalement, les mamans sont souvent les tout premiers à savoir que ça ne va pas. Même depuis les nourrissons, hein. Un bébé qui a l'habitude de téter correctement et qui subitement n'arrive plus à téter. Qui perd l'appétit. Qui perd l'appétit. On lui donne le sein, tète un peu, commence pas à s'endormir. On sait déjà que cet enfant, ça ne va pas. Et puis la maman qui observe bien son bébé doit comprendre que cet enfant est devenu un peu plus pâle que d'habitude. Et ça attire l'attention. Par contre, ce que nos mamans ne font pas, c'est de vite ramener les enfants à l'hôpital. Et on dit non, j'ai constaté que l'enfant est pâle, on commence par donner du fer. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que ceux qui nous ont suivis auraient compris que derrière une anémie, il y a beaucoup de causes. Il faut identifier les causes. Donc dès qu'on constate que l'enfant commence par être fatigué de plus en plus, n'arrive plus à jouer, comme il a l'habitude de jouer avec les autres enfants, devient un peu plus pâle qu'habituellement, ou bien va au sport, et revient à la maison et dit non, je suis trop fatigué, alors qu'habituellement, il fait le même sport et ne se plaint pas. Oui. Attention, c'est un enfant qu'il faut conduire vers le pédiatre ou vers l'agent de santé le plus proche. On l'examine, on vérifie s'il est pâle, on lui fait une prise de sang, ça ne coûte pas grand-chose. Oui. Et on s'assure s'il est anémié ou pas. S'il est anémié, on fait notre bonne démarche, on détecte les causes qui se cachent derrière cette anémie, on corrige et l'enfant retrouve son équilibre habituel. Donc, il faut vraiment être regardant chez les enfants. Il ne faut surtout pas faire de l'automédication. Et comme je l'ai dit, les symptômes qu'on rencontre devant une anémie ne sont pas spécifiques de l'anémie. Derrière ces symptômes-là peuvent se cacher d'autres maladies. Donc, on a tout à gagner à ne pas traîner les pas à la maison. Le plus tôt on vient consulter, mieux ça vaut. On prend les dispositions. Si effectivement il s'agit d'une anémie, on prend les dispositions pour éradiquer les causes de cette anémie. Si éventuellement ce n'est pas une anémie, on va pouvoir orienter l'enfant vers un autre spécialiste qui va s'en occuper. On parle de la mère, de l'enfant, mais il se fait qu'à un âge donné, quand on passe à la soixantaine, on peut être souvent confronté à des maladies. Est-ce que l'état de santé du sang aussi en est pour quelque chose? Oui, bien évidemment, lorsqu'on prend de l'âge, tous les organes vont avoir des petits dysfonctionnements. Lorsque vous prenez un sujet jeune, les articulations fonctionnent très bien. Et puis quand on va arriver à la cinquantaine, à la soixantaine, le liquide synovial va régresser, les articulations vont commencer par donner des craquements, après ça va donner des petites douleurs, on va parler d'arthrose. Mais la même chose peut se produire au niveau de l'usine qui fabrique le sang. Et donc, cette usine va avoir des difficultés à produire des cellules de qualité normale. Et la traduction de cette difficulté peut s'observer dans le sang, avec le manque de sang, en griffe, l'anémie, avec la diminution du nombre de globules blancs, avec la diminution du nombre de plaquettes. Et c'est pour cela que nous recommandons. Et ça, c'est une recommandation qui n'est pas seulement pour les personnes âgées. C'est une recommandation que nous devons commencer tôt pour que quand nous arrivons à l'âge adulte,
ou à l'âge du troisième âge, je ne sais pas si c'est 60 ans, c'est le troisième âge. Si, par exemple, si je suis en France, c'est considéré encore comme sujet jeune. Oui. Ça varie d'un pays à un autre. Mais c'est juste pour dire que cette habitude, on doit la prendre tôt pour ne pas être surpris quand on va devenir plus âgé. Il s'agit de quoi? Il s'agit de vérifier l'état de son sang. Il faut avoir comme Très réflexe fréquemment. de faire la numération formule sanguine, ne serait-ce qu'une fois par an, à défaut de le faire chaque 6 mois. Autant on va chez le cardiologue, et ça c'est quelque chose qui est très important, autant on va chez le cardiologue pour vérifier l'état de son cœur, autant on va chez le gastro-entérologue pour vérifier l'état de son foie, autant on va chez l'ophtalmologue pour vérifier l'état de ses yeux, mais autant on doit se préoccuper de l'état de son sang. Parce que le sang, au même titre que les yeux, au même titre que le foie, au même titre que le cœur, le sang est un organe. C'est un organe liquide, mais c'est un organe. Et c'est le liquide le plus vital de notre organisme. Parce que sans oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, il faut prendre l'habitude tôt, depuis sa jeunesse, de faire la numération formule sanguine, ne serait-ce qu'une fois par an, pour vérifier les différents paramètres et s'assurer que tout se passe bien. Cela permet également de détecter tôt s'il y a des dysfonctionnements. Et s'il y a de l'aide qu'on doit apporter à l'usine qui fabrique le sang, on va pouvoir lui apporter cette aide-là assez rapidement pour que l'usine ne se bloque pas. Donc ça, c'est vraiment une recommandation qui concerne les personnes âgées, mais qui concerne également tous les autres pour qu'on ne soit pas surpris par les dysfonctionnements à l'âge adulte. Mais quand on devient âgé, est-ce qu'il y a des habitudes qu'il faut avoir, des exercices qu'il faut faire fréquemment pour maintenir le sang en parfaite santé? Alors, lorsqu'on devient âgé et lorsqu'on veut s'assurer que le sang se porte bien, il y a les principes de base qu'il ne faut pas sous-estimer. Un, il faut que le sang puisse circuler correctement. Et on sait que quand on prend de l'âge, on est moins mobile. Malheureusement, si le sang ne circule pas correctement, le sang ne peut pas apporter de l'oxygène. Donc, l'activité physique qui est recommandée, et même à l'âge adulte, il ne faut pas se dire « je suis déjà fatigué, je ne peux pas ». Non. Il faut maintenir le rythme. 30 minutes de marche, 12, 3 fois par semaine, il faut pouvoir le faire. 2, comme je l'ai dit tantôt, l'usine qui fabrique le sang va avoir des difficultés à produire certaines cellules à partir de 60 ans, 70 ans. Cela sous-entend que l'alimentation doit être suffisamment équilibrée pour apporter les oligo-éléments qui vont permettre à l'usine de toujours maintenir un flot de production assez conséquent. Et donc, les différents aliments dont nous avons parlé tantôt, qui contiennent les éléments dont l'usine a besoin, le fer, la vitamine B12, la foldine, il va falloir que l'alimentation soit vraiment bien équilibrée pour ça. 3. Tous les éléments qui vont perturber le fonctionnement de l'usine, les aliments ultra raffinés, c'est-à-dire qui ont été traités et retraités en industrie, qui vont contenir probablement des substances cancérigènes. Il faut les éviter parce que l'âge est déjà un facteur de risque pour la survenue d'un certain nombre de cancers, notamment les cancers du sang. 2. Les dérivés d'hydrocarbures que nous côtoyons très souvent parce que nous achetons Un sachet plastique. des repas chauds dans les sachets plastiques. Et ces repas-là sont imbibés de dérivés d'hydrocarbures. Il faut les éviter parce que s'exposer à ces dérivés d'hydrocarbures, c'est un facteur de risque de cancer, sachant que l'âge adulte, enfin, le sujet âgé est déjà un sujet chez qui les cancers peuvent survenir assez fréquemment. L'utilisation, la commercialisation de l'essence frelaté.
dérivés d'hydrocarbures à éviter. Les pesticides à éviter également pour les producteurs parce que c'est autant d'éléments qui vont accélérer la survenue de ces cancers chez les personnes âgées. Donc, voilà un peu les dispositions pratiques qui ne sont pas forcément spécifiquement liées aux personnes âgées, tout le monde est concerné, mais plus on monte en âge, plus on devrait faire encore attention à ces éléments-là. Alors, on pense souvent que les scientifiques sont des robots et qui n'ont pas de plaisir, qui n'ont pas de distraction, qui n'ont pas le temps pour le football ou pour autre chose. Est-ce que vous trouvez du temps, malgré tout ça, pour vous-même? J'avoue que ça, c'est quelque chose que beaucoup s'imaginent. Hein. Et je donne toujours l'exemple de mon parcours à la faculté de médecine. Beaucoup disaient... les étudiants en médecine, ça ne fait pas autre chose à part étudier. Ça n'a pas été du tout mon parcours, par exemple, à la FSS. À la FSS, j'ai fait un peu de journalisme. À l'époque, oui. À l'époque, on avait créé on ne va pas dire un quotidien, un hebdomadaire. À la FSS? À la FSS, ça s'appelait Carabine Farkinizas. C'était un papier qu'on sortait pour raconter un peu la vie des étudiants. De la FSS, et dans le groupe, il y avait les carabins, donc ceux qui étaient en médecine, Farkinésas, pour pharmacie, Kinésas, kinésithérapeutes, et les assistants sociaux. On a animé ça avec un de mes collègues qui est devenu chirurgien, un de mes grands frères qui est devenu chirurgien. Je pense qu'il est en poste actuellement à Malanville. Après, j'ai fait un midi comique, qui est le club de théâtre de la faculté de sciences de la santé. Je l'ai fait jusqu'en 4e année de médecine avec mon grand frère, Dr Yavide. Il va certainement se reconnaître. Il est devenu chirurgien aussi. Il est dans le COUFO actuellement, en poste. Et puis, j'ai fait de la politique. Ah oui. Sur le campus. La FNEB. J'ai fait la FNEB. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle, hein, comme tout le monde. Donc, grâce au salon d'amphi. Ensuite, BIE. Chargé des affaires culturelles, président BIE, et puis tout ce qui s'est passé. Donc, en tant que scientifique, oui, on sait travailler à fond, ça c'est sûr. On sait travailler avec beaucoup de rigueur. Mais on sait également que pour le bon équilibre d'un scientifique, il faut avoir d'autres activités pour pouvoir compenser. Et c'est la même méthodologie que j'ai gardée, même quand je suis devenu médecin. J'ai des activités qui me permettent de décompresser. Le cinéma, je continue toujours d'écrire. J'ai encore des papiers à sortir. Je continue de coacher des jeunes qui font du théâtre. Oui. Ça, je le fais régulièrement avec les étudiants de la médecine. Chorale. À l'église. À l'église. Et puis, j'ai mes temps de prière. Il y a des moments où je suis complètement déconnecté. Je suis vraiment en prière. Et donc, c'est autant d'éléments. Et puis, sans oublier la marche. On n'arrive pas à le faire tout le temps, mais quand on est de retour, la marche, 30-45 minutes, 1 heure avec les amis. Et ça permet parfois de rencontrer des gens qu'on a perdu de vue. Enfin, je me rappelle, il y a à peu près 2 semaines, j'ai rencontré un ami que je n'ai plus vu. On a fait la terminale ensemble, on ne s'est plus vu depuis. Et fortuitement, au cours de la marche, on s'est rencontrés. Bon, ça, c'est des éléments qui vous permettent de décompresser parce que vous avez des journées qui sont extrêmement chargées. Et si vous ne trouvez pas du temps pour pouvoir souffler, c'est sûr que vous ne pouvez pas continuer. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que quand on est en service, on a beaucoup d'histoires. Quand on revient à la maison, est-ce que vous revenez avec ces histoires ou vous les mettez à la porte? C'est difficile. C'est difficile de pouvoir faire un mur hermétique entre ce qui se passe dans sa vie professionnelle et ce qui se passe dans sa vie privée. Il y a forcément des éléments qui vous touchent à tel point que cela peut avoir un certain nombre de répercussions. Pas forcément des répercussions directes, mais des répercussions, parfois des champs de réflexion complètement philosophiques qui vont être complètement modifiés. Oui. Aujourd'hui, et ça c'est peut-être le cas pour beaucoup d'agents de santé, si vous leur demandez leur relation avec l'argent, c'est complètement modifié. En fait, parce que tellement vous avez vécu des choses qui font que forcément vous n'avez pas la même relation. Oui.
Quand vous avez eu à côtoyer des personnes que vous avez vues, que vous avez accompagnées et qui à un certain moment vous ont faussé compagnie et que vous en rencontrez assez fréquemment, on ne le souhaite pas, mais c'est dans le métier, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté, vous avez tout un autre regard par rapport à la vie. Vous avez tout un autre regard, mais vraiment complètement modifié par rapport aux réalités de la vie. Et du coup, vous voyez certaines personnes se battre pour un certain nombre de choses et vous vous posez la question, est-ce que c'est la même vie que nous vivons? Donc, c'est difficile de mettre un mur, vraiment un mur hermétique. Mais de temps en temps, il faut faire attention pour que tout ce que vous vivez n'ait pas de répercussions sur votre vie privée. Sinon, vous allez avoir une vie privée complètement chaotique. Et donc, vous avez besoin d'avoir un équilibre. Il y a de temps en temps, il faut faire marcher ce mur pour que ces éléments-là ne viennent pas perturber le bon fonctionnement de votre vie privée. J'ai vu à un certain moment des collègues paniquer pour de petits symptômes que leurs propres enfants présentent parce qu'ils faisaient une fixation sur des pathologies graves qu'ils ont eu à prendre en charge avec d'autres enfants. Et ça fait qu'ils sont paniqués, ils font des tests à répétition pour s'assurer. Non, c'est pas ça l'idéal, c'est pouvoir vraiment laisser ce qui doit être laissé avant de rentrer chez soi et garder ce qui peut modifier votre fonctionnement de façon positive. Oui. Ça, il faut le garder. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et ça, c'est un essai qu'il faut faire. Merci beaucoup. Je dirais que aujourd'hui, j'ai moins réagi parce que j'ai compris que l'hématologie, c'est une histoire humaine. D'habitude, j'étais plus réactif, mais j'ai compris que derrière l'anémie, c'est beaucoup plus des histoires des gens, des vécus des gens, et que derrière ces vécus-là, derrière ces symptômes-là, derrière ces essoufflements-là, derrière ces pertes d'appétit, c'est beaucoup de pathologies qu'il faut diagnostiquer et qu'il faut beaucoup de concentration. Il faut beaucoup plus de la rigueur, il faut beaucoup plus de la mathématique, voilà, pour comprendre ce qui se cache derrière. Et merci pour ces moments que vous consacrez à des vies, pour sauver des vies, pour sauver de l'avenir, pour sauver la trajectoire des enfants, de ces adultes là aussi que vous prenez en charge. Et puisqu'on est en début d'année, quels seront vos vœux pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, afin qu'ils puissent prendre soin d'eux et éviter d'être anémiés au cours de l'année? Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de l'hématologie, de parler des anémies. Mon vœu le plus cher pour chaque Béninois, chaque Béninoise, c'est que notre santé devienne notre priorité. La plus grande richesse que nous puissions avoir, c'est notre santé. Je ne parle pas seulement de l'hématologie, c'est notre santé dans sa globalité. Malheureusement, nous sacrifions beaucoup notre santé au profit d'autres objectifs. Et nous pensons que l'atteinte de ces objectifs est plus importante que s'occuper de notre propre santé. Or, sans cette santé, nos objectifs ne seront jamais atteints. Et je voudrais souhaiter à tous les Béninois que l'année 2026 soit une année de santé pour nous tous. C'est mon vœu le plus cher. Et mon vœu, c'est pouvoir permettre à chaque Béninois, à chaque Béninoise d'avoir un regard plus pointueux sur leur santé. En se disant, je veux avoir une santé qui puisse me permettre d'atteindre mes objectifs et donc je deviens très regardant par rapport à ma santé. Je vérifie chaque détail. Et si un détail me paraît anormal, je fais le nécessaire pour maintenir ma santé au top niveau. Si nous avons la santé, nous allons soulever les montagnes les plus robustes. Et mon vœu le plus cher, c'est que nous ayons tous une santé robuste au cours de l'année 2020. Merci aussi et meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, cher ami.
Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.